Southwest, this 911, what's the address of your emergency? Somebody's been attacked in my house. Somebody's been what? Attacked. They attacked who? Who was attacked? Someone get my fires. Mel Pleskovic. Mel Pleskovic was attacked. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire criminelle. Je vous propose aujourd'hui une affaire exactement du même genre que la précédente, c'est-à-dire que nous allons parler de meurtre familial. Je vais vous raconter comment un jeune homme de 20 ans a tué sa belle-mère. Vous verrez que c'est une histoire tout aussi insensée que la dernière. Cette affaire est aussi un peu récente puisqu'elle s'est déroulée en 2017, donc bon, ce n'est pas si loin que ça. Et elle se passe dans la ville de Strongville, dans l'Ohio. Alors pour commencer, nous sommes donc en 2017, Jeffrey Scullin est en couple avec Anna Pleskovic. Ils ont tous les deux 20 ans et ils ont commencé à sortir ensemble au lycée. Puis c'est après avoir obtenu leur diplôme qu'ils se sont fiancés. Et ils devaient se marier le samedi 28 octobre 2017, 5 jours après le drame. Donc, ils étaient en pleine préparation du mariage. Ils ont aussi ensemble un enfant, une petite fille âgée de 15 mois. Anna travaillait comme serveuse chez Applebee, c'est un restaurant. Et quant à Jeffrey, eh bien lui, on ne sait pas trop ce qu'il fait exactement, même s'il prétendait travailler à temps partiel, bon, quelque part. Et au moment du drame, Jeffrey vit chez la famille de sa fiancée, au sous-sol, avec Anna et leur bébé. À l'origine, il vivait avec son père, mais c'est après la naissance de leur enfant que sa belle famille a gentiment décidé de l'accueillir pour lui permettre d'être avec son bébé pendant que lui et Anna économisent de l'argent pour pouvoir avoir ainsi leur propre appartement. Donc ils l'ont vraiment généreusement accueilli, ils ont ouvert leurs portes. La mère d'Anna s'appelle Melinda, elle a 49 ans et elle est enseignante. Son père, lui, s'appelle Bruce, il a 52 ans et il travaille dans une banque. Et avec Melinda, ils sont mariés depuis 25 ans. Anna a une sœur qui s'appelle Megan, elle est âgée de 19 ans et elle a aussi un frère de 18 ans qui s'appelle Kyle. Kyle a le syndrome de Down, que l'on appelle aussi trisomie 21, et il est non-verbal, il ne parle pas. Et donc, ils vivent tous ensemble, c'est une belle petite famille. Parlons maintenant du drame. Le lundi 23 octobre 2017. Ce jour-là, Melinda est à la maison, elle est chez elle avec son fils Kyle et sa petite fille, tandis que le reste de la famille est au travail ou à l'école. C'est vers 16h30 qu'elle envoie un SMS à son mari en lui demandant de la retrouver dans un restaurant. Et c'est le dernier message qu'il reçoit de sa femme. Et d'ailleurs, Bruce trouve ce message plutôt étrange car ce n'est pas vraiment la manière habituelle, disons, de s'exprimer de sa femme. En tout cas, il se rend au restaurant, mais sa femme ne s'y trouve pas. Il essaie alors de la joindre, mais sans succès. Mais bon, à ce moment-là, il ne s'inquiète pas trop, peut-être a-t-elle eu un imprévu. En tout cas, il quitte le restaurant, puis il se rend dans une salle de sport. Ensuite, Bruce reçoit un appel de sa fille Anna, lui disant de se retrouver ce soir chez Applebee, donc le restaurant où elle travaille. Jeffrey l'appelle ensuite pour lui dire exactement la même chose. Apparemment, Anna et Jeffrey voulaient se réunir avec Bruce et Melinda pour parler du mariage. Nous voilà donc au soir. Jeffrey et son beau-père, enfin futur beau-père, sont alors chez Applebee. Anna y était aussi, mais à ce moment-là, elle était en poste, elle travaillait. Il ne manquait donc plus que Melinda qui devait également les rejoindre, mais elle n'est jamais arrivée. Et étrangement, elle ne répondait toujours pas à son téléphone.
Bruce a alors commencé à vraiment s'inquiéter. Mais bon, il a tenté de trouver une explication en se disant que peut-être elle avait dû rester à la maison pour s'occuper de quelque chose de plus urgent. Et il faut savoir que cet après-midi-là, personne n'a vu Melinda. Personne ne l'a vue entre deux. Comme je vous le disais, personne n'était à la maison cette journée-là, personne n'y est retourné entre le matin et le soir où ils se sont tous retrouvés au restaurant. Bruce a donc effectué sa journée de travail à la banque et après son travail, il est parti à la salle de sport et après il est allé directement au restaurant. Anna travaillait elle au restaurant toute la journée. Megan, sa sœur, n'était pas là non plus. Je ne sais pas où elle était exactement, mais comme au moment du meurtre, elle préparait une maîtrise, il est fort possible qu'elle était à l'université. Par contre, quant à Jeffrey, lui, il a déclaré qu'il était retourné chez Bruce et Melinda, mais qu'il n'avait pas pu rentrer dans la maison car le code de sécurité ne fonctionnait pas. Donc, il est parti. Pour en revenir au restaurant, ce soir-là, Bruce mange donc uniquement avec Jeffrey et il se dépêche de manger pour rentrer au plus vite. Sauf qu'après le restaurant, Jeffrey lui veut faire une escale dans une station essence car sa voiture était apparemment à sec. Et pour Bruce, selon ses dires, cet arrêt a duré une éternité. Puis c'est enfin qu'il rentre à la maison. Il est alors 20h30. Et c'est en rentrant chez eux qu'ils font la macabre découverte. Dans la cuisine, ils découvrent le corps sans vie de Melinda gisant dans une mare de sang. Ils appellent alors tous les deux le 911. We just came home. You came home and found her injured on the floor? We found her in the kitchen. She's not moving. I took the kids and I walked outside and she has blood all around her. I didn't. 911, what's the city of your emergency? Strongsville, Ohio. We have people on the way already. What's the address? Blazing Star. I think someone killed my wife. He just got in the door with my new son-in-law. My son was here with her. See if she's breathing. No, she is not. She sent me a text to meet me at Brew Kettle at 4:25. I didn't hear from her. I didn't expect this. I was trying to text her all the time to go out to eat. Sir, what I want you to do is walk outside and stay in the front. La victime est donc Melinda Pleskovic. Elle était enseignante au collège de la ville. Dans un article, il est dit qu'elle enseignait les arts du langage en 6e année. Par contre, dans un autre, il est dit qu'elle enseignait les sciences et les mathématiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle était professeure à la Strongville Middle School et qu'elle enseignait depuis 27 ans. Et tous ceux qui la connaissaient la décrivaient comme une professeure bien aimée et dévouée. Et elle entraînait également l'équipe féminine de football universitaire. Pour parler maintenant de son autopsie qui a plus tard été réalisée, eh bien, elle a montré qu'elle est morte des suites de plusieurs coups de couteau, mais aussi de coups de feu. On lui a tiré dessus 3 fois et elle a reçu pas moins de 36 coups de couteau. C'est vraiment énorme, 36, c'est un vrai acharnement. Quand on donne autant de coups de couteau, c'est que la personne a vraiment de la haine, du ressentiment. Donc bon, souvent il ne faut pas chercher très loin le coupable. Sauf qu'à première vue, il semble s'agir d'un vol qui a mal tourné. Pourquoi un vol? Eh bien tout simplement car déjà la porte arrière a été retrouvée ouverte de quelques centimètres. Et aussi parce que Melinda et Bruce avaient déjà signalé plusieurs tentatives d'effraction à leur domicile ainsi que plusieurs vols. D'ailleurs, lors de l'appel au 911, à un moment, vous pouvez entendre que Bruce s'est emporté et a, disons, blâmé la police pour ne pas avoir enquêté sérieusement sur les différents incidents étranges qui s'étaient déjà produits chez eux. We've had people trying to break in our house all year. You know, we've asked people to watch our frickin' area. We've had people attempt to break in just this week. Sir, I don't know what's going on in this city, Sir, but this is getting done here. I understand you're upset, but can you give me your name, please? No, you Sir, people drop them. sir, can you just take a deep breath? Is there any... This whole city's getting freaking taken over. En fait, depuis 10 mois, il y a eu plusieurs personnes qui ont essayé de cambrioler leur maison à plusieurs reprises.
Il a été relevé pas moins de 4 incidents et le dernier événement en date a eu lieu à peine une semaine avant le drame. Tout a commencé un jour en janvier 2017 où la police est intervenue à leur domicile après avoir reçu un appel pour vol. L'ordinateur portable de Bruce avait été volé dans sa voiture. Et l'ordinateur était dans son étui, dans son sac, et cet étui contenait également un chéquier ainsi que $350. Donc tout a été volé. Sa voiture était garée dans l'allée de leur maison, donc quelqu'un est vraiment venu les voler directement devant chez eux. Ensuite, second incident, c'est en juillet de la même année qu'Anna a signalé à la police qu'un adulte et 2 adolescents se cachaient derrière leur maison et elle a raconté que lorsqu'elle s'est adressée à eux, eh bien l'homme aurait apparemment dit aux adolescents de s'enfuir. Suite à cette déclaration, la police a alors fouillé le quartier mais malheureusement sans rien trouver. Ensuite, événement suivant, c'est en septembre, cette fois toujours de la même année et peu avant le meurtre, que la police a été appelée une nouvelle fois au domicile car cette fois un jeu de clés de la voiture de Melinda avait disparu. Et elle retrouvait aussi parfois sa voiture déverrouillée avec l'alarme déclenchée. Et enfin, c'est 5 jours seulement avant le meurtre, le 19 octobre 2017, que la police a répondu à une nouvelle tentative de cambriolage à leur domicile. Cette fois, c'est Jeffrey qui a appelé la police juste après 23 h en disant qu'un intrus avait tenté d'entrer dans la maison en forçant la porte arrière. Selon sa déclaration, l'homme aurait apparemment ouvert la porte de quelques centimètres, mais il serait rapidement reparti car le chien de la famille a commencé à grogner et à aboyer. Et l'homme aurait ensuite été vu en train de courir dans le champ derrière la maison. Donc ils ont eu pas mal d'incidents comme ça. Un autre par exemple, un jour Bruce a même trouvé des clous dans l'un de ses pneus. Donc ouais, ils ont subi pas mal d'incidents étranges. Et ils les ont toujours tous signalés à la police, mais il n'y a jamais eu de réelle réaction de la part de la police. Alors, est-ce que le jour du meurtre, Melinda aurait pu être tuée car elle venait de surprendre quelqu'un qui s'introduisait chez eux? Le meurtre a alors commencé à susciter la peur chez les habitants de Strongville. Car un meurtre venait de se produire et ça voulait dire surtout que des cambrioleurs étaient en liberté et rôdaient dans le quartier. Nous voilà maintenant 5 jours après le meurtre, le 28 octobre. Les funérailles de Melinda ont eu lieu. Et les funérailles ont eu lieu le même jour où devait être célébré le mariage de sa fille Anna et de Jeffrey. Et comme vous pouvez le voir sur les images, Bruce et Jeffrey étaient parmi les porteurs du cercueil. Puis 3 jours maintenant après les funérailles et 1 semaine après le drame. Nous sommes le 31 octobre 2017. Jeffrey Scullin a été arrêté et accusé du meurtre de sa belle-mère. Cette arrestation a complètement été inattendue pour tout le monde, parce que tout le monde avait toujours pensé qu'il s'agissait d'un vol qui avait mal tourné. Sauf qu'après le meurtre, eh bien, les enquêteurs ont mené leur petite enquête. Et lors de cette enquête, tout d'abord, ils ont interrogé Jeffrey. Et ils l'ont trouvé suspect. Ils ont rapidement vu que son histoire ne collait pas. En fait, dans sa déclaration, il a déclaré qu'il était allé chez sa tante dans l'après-midi, puis qu'il s'était rendu dans une station-service, puis qu'enfin, il s'était rendu au restaurant Applebee pour dîner donc avec sa belle famille. Sauf que son histoire n'est pas très claire. Déjà, pourquoi se serait-il rendu 2 fois à la station-service le même jour? Et pourquoi ne leur a-t-il pas dit qu'il avait tenté de retourner au domicile dans l'après-midi, mais qu'il n'avait pas réussi à rentrer à cause du code de sécurité qui ne fonctionnait pas? Il agit étrangement. Ensuite, les enquêteurs ont utilisé les données de son téléphone. Ils ont aussi visionné des images de surveillance du quartier. Et ces images plus son téléphone ont tous les deux montré, placé
Jeffrey au domicile au moment du meurtre. C'est étrange. Il a aussi passé un test polygraphique qu'il a raté. Donc là, ça fait quand même déjà quelques éléments suspects. Mais c'est ensuite que les enquêteurs ont fouillé son véhicule, une Chevy de 2002. Et c'est là, dans son véhicule, qu'ils ont trouvé la preuve irréfutable. En fait, dans sa voiture, ils ont trouvé, caché sous divers objets sur la banquette arrière, un couteau taché de sang. Et il a été déterminé, après examen, que le sang appartenait à Melinda. Et l'ADN de Jeffrey, quant à lui, se trouvait sur le manche du couteau. Les enquêteurs ont aussi trouvé du sang à l'intérieur de sa voiture, notamment sur la poignée de porte du côté passager. À partir de ce moment-là, les enquêteurs l'ont alors confronté face à toutes ces preuves. Et au début, il a complètement nié. Il a nié toute implication, il a dit n'avoir rien fait. Mais finalement, il a avoué. Il a avoué avoir effectivement tué Melinda. Et il leur a d'ailleurs dit où il pourrait trouver le pistolet qui avait servi à la tuer. Le pistolet se trouvait dans son autre voiture, dans sa berline. Et dans sa seconde voiture, ils ont effectivement retrouvé l'arme, mais ils ont aussi trouvé son pantalon de survêtement qui était complètement couvert du sang de Melinda. Donc Jeffrey est le coupable du meurtre de sa belle-mère, mais pourquoi l'aurait-il tuée ? C'était la mère de sa fiancée et c'était la femme qui l'hébergeait, la femme qui lui avait généreusement ouvert la porte. Eh bien au début, Jeffrey a raconté à la police que Melinda était en colère, car elle avait trouvé des armes dans la maison, suite à quoi ils se seraient disputés. La dispute se serait envenimée et il aurait saisi l'arme et il se serait défendu. Mais les enquêteurs ont trouvé un tout autre mobile. Tout d'abord, ils ont découvert qu'ils ne s'entendaient pas si bien que ça, qu'ils avaient eu beaucoup de désaccords dans le passé, beaucoup de disputes. Mais la raison principale du meurtre, selon eux, serait le mariage. En fait, pour vous expliquer, il avait été prévu que Jeffrey paie le lieu de la réception et s'occupe de l'envoi des invitations. Il avait ces deux choses à faire. Tandis que Melinda et Bruce, eux, s'occupaient du reste. Donc, c'était plutôt bénef pour lui. C'est un accord vraiment plus que correct. Les parents de Jeffrey, eux, par contre, n'ont jamais été impliqués dans le mariage. D'ailleurs, selon leur fils, ils n'aimaient même pas les Pleskovic. Et les deux parents ne se seraient même jamais rencontrés. En tout cas, pour en revenir, les enquêteurs ont appris qu'ils n'avaient jamais payé le lieu de réception, ni même envoyé les faire-part. En fait, lorsqu'il a voulu régler le lieu, sa carte de crédit a été refusée 14 fois. Alors à la fin, les responsables du lieu de réception en ont eu marre. Ils ont fini par contacter Melinda à ce sujet en lui disant que soit il réglait maintenant, soit le mariage était annulé. Et ça, ils l'ont contacté la semaine du meurtre en lui disant donc que la carte de Jeffrey avait été refusée 14 fois. Donc soit elle intervient, soit c'est annulé. Donc Melinda a fini par régler la note. Les enquêteurs ont alors émis l'hypothèse que Melinda avait confronté Jeffrey à ce sujet lorsqu'elle a été tuée. Alors le 23 octobre 2017, il y aurait eu un conflit au sujet du mariage, à la suite de quoi il l'aurait attaqué. Il aurait pris un couteau et il l'aurait poignardé, puis il lui a mis 3 balles dans le corps. Et personne n'était au domicile à ce moment-là. Elle était seule avec son fils Kyle et avec sa petite fille. Et ensuite, après l'avoir tué, il s'est changé et il a caché les armes dans ses 2 véhicules. Puis dans la soirée, lui et Bruce sont retrouvés au restaurant et ils ont dîné ensemble, l'heure de rien, pendant que Melinda gisait morte chez elle. Et cette scène me fait penser en fait à ma dernière affaire. Rappelez-vous quand Carrie était restée avec sa petite sœur pour la distraire pendant que le meurtre se produisait à l'étage dans une autre pièce. Sa petite sœur ne savait rien de ce qui était en train de se passer. Et ici, c'est plus ou moins pareil. Il va manger avec Bruce alors qu'il vient sauvagement de tuer sa femme. Bruce mange en face du meurtrier
de sa femme. Je trouve ça complètement fou, complètement irrationnel. Je ne sais même pas si on peut appeler ça de l'audace. En tout cas, après le fameux dîner, quand ils sont rentrés et qu'ils ont découvert le corps, eh bien encore une fois, il a fait mine de rien, il a fait le surpris, puis il a contacté le 911. Voici donc ce qui s'est passé. Jeffrey a donc été arrêté le mardi 31 octobre 2017 pour meurtre. Et du coup, quand il a avoué avoir tué sa belle-mère, eh bien il n'a donc pas totalement assumé, puisqu'il a expliqué l'avoir tué au cours d'une dispute à cause d'armes trouvées dans la maison. Puis la dispute se serait envenimée, elle se serait mise en colère, et donc là il aurait saisi l'arme qui se trouvait à proximité pour se défendre. Donc selon ses dires, à ce moment-là, il déclare qu'il s'agit de légitime défense. C'est dingue. Surtout que ça n'explique même pas les 36 coups de couteau. D'ailleurs, il a raconté ne pas se souvenir de l'avoir poignardé. Son procès a eu lieu en 2018. Lors de son procès, il a admis le meurtre, mais par contre, il n'a jamais fourni de mobile, jamais fourni d'explication à son geste. On pense donc que c'est à cause des désaccords avec Melinda et parce qu'elle venait de le confronter au sujet du mariage, mais lui n'a jamais réellement dit pourquoi il l'avait fait. Il a ensuite été dit lors du procès qu'il avait planifié le meurtre et qu'il avait tout mis en scène. Jeffrey avait prévu de tuer Melinda et pour se couvrir, il avait pensé à faire croire à tout le monde qu'il s'agissait d'un vol qui avait mal tourné. Pour ça, écoutez bien, il a fait des faux signalements à la police. Et oui, il a appelé la police au moins 2 fois en prétendant que des personnes venaient de s'introduire chez ses beaux-parents. Rappelez-vous, il avait fait un signalement à la police à peine 1 semaine avant le drame, le 19 octobre, et étrangement, c'était le seul témoin. Il avait même donné une description vraiment super détaillée du cambrioleur. Mais bien sûr, c'était faux. Il n'y a jamais eu de cambriolage. Et d'ailleurs, les enquêteurs ont visionné des images de sécurité d'un voisin et ces images montrent que le jour où il avait signalé le cambriolage, eh bien, personne n'était là. La caméra pointe tout juste sur la porte arrière de la maison des Pleskovic et les images ne montrent tout simplement rien. Il n'y a jamais eu aucun cambrioleur. Il y a également eu d'autres faits où Jeffrey était seul à la maison, où il a prétendu que quelqu'un avait essayé d'entrer par effraction, mais par chance, il était toujours là pour les faire fuir et contrecarrer toute tentative de cambriolage. Merci Jeffrey. Il a donc fait des fausses déclarations et c'est d'ailleurs probablement lui qui a volé l'ordinateur portable de Bruce et aussi les clés de voiture de Melinda. Et d'ailleurs, bizarrement, étrangement, les problèmes de cambriolage ont évidemment commencé quelques mois après son emménagement chez sa belle famille. À partir de son emménagement, des sommes d'argent ont commencé à disparaître. Au début, c'était des petites sommes, des petits chiffres, puis les sommes sont devenues de plus en plus importantes. Les alarmes de voiture se déclenchaient aussi soudainement, la nuit, et la famille, elle, était inquiète car elle croyait être prise pour cible alors que le coupable était le garçon qu'il venait d'accueillir. Et Jeffrey aurait fait tous ces signalements donc pour faire croire que le jour du meurtre, il s'agissait à nouveau d'un cambriolage et donner alors l'impression à tout le monde qu'ils étaient bien la cible de quelqu'un. Et il est aussi fort possible qu'il aurait fait ces faux cambriolages, ces fausses déclarations aussi pour les voler par la même occasion. À la fin du procès, avant la lecture de la peine, Anna, qui devait donc l'épouser, a pris la parole. Écoutez. Jeffrey Scullin should never be allowed to walk free again. My mother, Melinda, will never be coming back, and my daughter, Aurora, lost her cherished Granny. The worst part is that someday I will have to sit her down and explain this horrifying nightmare to her. He is a manipulator, a pathological liar, a thief, a sociopath, and above all, a sadistic murderer. He shows no remorse and deserves to spend his days away from the innocent. Et lors du procès, il est resté vraiment impassible. À un moment, on lui a demandé s'il avait quelque chose à dire et il a simplement répondu «
rien. Il a semblé vraiment n'avoir aucun remords. Finalement, il a été condamné à la prison à vie avec une possibilité de libération conditionnelle au bout de 33 ans de prison effectuée. C'en est maintenant terminé pour cette affaire. Il a donc tué la mère de sa future épouse. Il a tué la femme qui lui avait ouvert la porte. Il a détruit une famille qui le considérait comme l'un des leurs. C'est bien triste. Et ce qui est aussi décevant, c'est qu'il n'a jamais donné aucune véritable explication à son geste. Le mobile le plus probable à ce jour serait donc son incapacité à payer le lieu du mariage. Mais bon, ce n'est qu'une hypothèse vu qu'il ne dit rien. Ce qui est faux aussi, c'est qu'il ne montre aucun remords, car il a détruit une famille, la famille de sa fiancée, et par la même occasion, il a détruit sa propre famille, celle qu'il était en train de construire. Et pour en finir, je tiens aussi à préciser qu'il a tué Melinda alors que sa propre fille était présente, ainsi que Kyle. Et une fois le meurtre commis, il a pris sa fille et il est parti en laissant Kyle tout seul avec le corps de sa mère. Alors qu'il a des besoins spéciaux, c'est un garçon qui ne peut pas rester seul, comme ça, il a le syndrome de Down, et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Il est resté seul pendant au moins 4 heures avec le corps de sa mère avant le retour de la famille. Et Jeffrey, quand il a appelé le 911, eh bien encore une fois, il a fait mine de rien en disant qu'il avait mis Kyle en sécurité, qu'il l'avait emmené dehors après avoir découvert le corps de Melinda. C'est complètement dingue. Alors qu'il l'a laissé volontairement avec le corps de sa mère durant plusieurs heures. I took her son and my daughter outside. D'ailleurs, quant à Kyle, eh bien, il ne comprend toujours pas que sa mère est partie pour toujours. Bruce a déclaré que depuis, lorsque la famille sort dîner, mange à l'extérieur, eh bien son fils passe tout le repas à regarder par la fenêtre en attendant l'arrivée de sa mère. Voilà pour cette affaire, je vous remercie de l'avoir suivi, merci de me soutenir, prenez bien soin de vous surtout et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.